CQFD, ce qu'il fallait décrypter. Deuxième partie de cette émission spéciale fin d'année, toujours avec nos 4 lutins, Véronique Reilsoult, Régis Lefebvre, Céline Braque et Bruno Jeudi. Et vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag CQFD. Alors on connaît maintenant l'événement politique de l'année. On sait aussi qui a été le plus langue de bois. On va maintenant se projeter sur l'année à venir. Quelles sont les personnalités qui devraient jouer un rôle politique en 2016 ? Alors Céline, vous avez adressé une liste de personnalités qui ont fait parler d'elle cette année pour des raisons différentes, de Zemmour à Tapi en passant par Onfray, Attali ou DSK. Qui a ses chances en politique en 2016 ? Alors on a là aussi gardé le début du classement et décidément les Français regrettent Nicolas Hulot qui est en tête du classement et très largement. Bien en tête, oui. 33% de citations. Alors c'est vrai que celui qui fut battu par Eva Joly à la primaire d'Europe Écologie Les Verts demeure aux yeux du plus grand nombre celui qui incarne le mieux la défense de l'environnement bien plus que les responsables actuels d'Europe Écologie Les Verts. Et vous voyez qu'il dépasse deux autres finalement ex-politiques, puisqu'il a quand même été politique à un moment, Christine Lagarde et Jean-Louis Borloo qui sont à égalité, et Dominique Strauss-Kahn en quatrième. Et puis le premier vrai non-professionnel de la politique dont on a beaucoup entendu parler en 2015 et que les Français voudraient voir faire de la politique, c'est Éric Zemmour. Alors il est très loin quand même avec 10% de citations, mais il triple ce score chez les sympathisants du Front National. Il a vendu beaucoup de livres en 2014 avec son best-seller. Voilà, et il marchait très bien auprès des sympathisants du FN. Et on en reparlera tout à l'heure avec Régis. Véronique, il se trouve que le haut du classement, donc Nicolas Hulot notamment, correspond assez bien à ce qu'on voit apparaître sur le web depuis un an. Oui, et pour illustrer cette question, on a fait un tableau comparatif des différentes personnalités, de leur présence sur le web social. Grâce à Make Me Stat, on a pu établir un classement. Donc les deux premiers sont les mêmes. Éric Zemmour, lui, par contre, monte. Vous voyez que vous avez donc sur Facebook Nicolas Hulot qui est loin devant. PEP, ça veut dire les personnes qui en parlent. En fait, beaucoup de gens parlent de Nicolas Hulot. Il a un peu moins de fans que Christine Lagarde, mais on parle beaucoup de lui. Donc voilà, on le suit, ça l'intéresse. Tout ce qu'il dit intéresse les uns et les autres. Sur Twitter, ils ont aussi des volumes importants. Évidemment, Christine Lagarde est très importante. Elle a beaucoup de fans. Ouais, beaucoup. Elle est très suivie, elle est très aimée. Elle a une dimension beaucoup plus internationale que les autres, évidemment. C'est lié à ça, en fait. Ça donne une dimension Elle doit avoir des fans du monde entier. Et sur Twitter, elle a beaucoup de gens qui sont des gens américains, parce que évidemment... Ouais. Twitter n'a pas la même connu aux États-Unis, Éric Zemmour. Un petit peu moins, mais par contre, il a quand même plus de fans que les autres. On n'en parle pas beaucoup, ses fans n'en parlent pas beaucoup. Voilà. Donc globalement, on a un classement un tout petit peu différent. Juste pour vous donner une explication sur Nicolas Hulot aussi, pourquoi est-ce qu'on en parle autant, c'est que c'est le résultat, quand on regarde la courbe de progression tout au long de l'année, on voit que c'est une progression constante. Petit à petit, tout progresse, tout avance. C'est assez étonnant. C'est un peu la même chose aussi pour Christine Lagarde. C'est que là, ce sont les interactions qui sont assez intéressantes. Il n'y en a pas eu en décembre, mais vous voyez qu'il y a des interactions assez importantes. Voilà. Jean-Louis Borloo, deuxième ex-aequo, juste après Nicolas Hulot, à égalité avec Christine Lagarde. Bruno, visiblement, si Jean-Louis Borloo décidait de revenir en 2016, il serait plutôt bien accueilli par les Français. Oui, il serait d'autant mieux accueilli qu'il manque beaucoup au centre et beaucoup à sa famille politique, l'UDI, qu'il avait fondée. Alors Jean-Louis Borloo, il faut le rappeler, il s'est retiré de la vie politique après une pneumonie aiguë il y a 2 ans. Et depuis, il met son énergie au service d'une fondation qu'il a créée, qui est consacrée à l'électrification de l'Afrique. Une œuvre assez remarquable, il faut le dire, qui est tout à fait révélatrice de ce qu'est Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, c'est d'abord un bâtisseur et son bilan plaide pour lui, à Valenciennes, au ministère de la Ville et puis au ministère de l'écologie avec le Grenelle. Alors on peut comprendre qu'il y a de la nostalgie un peu pour ce type d'homme politique qui fait plus qu'il ne dit. D'ailleurs, il n'a jamais été très à l'aise dans les discours. Ça ne l'empêche pas de temps en temps, même depuis sa retraite, de faire quelques incursions et d'essayer de croiser à la fois sa nouvelle passion, l'électrification de l'Afrique, et l'actualité. On l'écoute, c'était récemment pendant la campagne des régionales. Répondre au populisme, c'est faire un grand projet sur la lumière. C'est la lumière qu'apporte la démocratie. Dis que nos enfants soient fiers de nous, qu'on fasse ce grand projet avec nos frères d'Afrique. C'est comme ça qu'on répondra à Marine Le Pen. Mais évidemment, mais c'est notre lait de croissance, c'est la paix. Mais en plus, ça a une gueule folle. Humainement, c'est formidable. C'est ça
qui tuera le populisme. C'est ça qui tuera le populisme, du Borloo dans le texte. Alors Éric Zemmour arrive en 5e position, on en a parlé. Et puis regardez le bas de classement. Bon, Julie Gaillet, d'accord, 10e position, c'est pas terrible en même temps. La dernière place, c'est Alain Finkielkraut. Les Français, visiblement, on a pourtant beaucoup entendu parler de lui. Hein. Il a fait des unes et des unes d'hebdo. Ça passionne pas, les Français n'ont pas trop envie de le voir aller plus loin en fait. D'abord, il y avait une primaire chez les déclinistes, Onfray, Zemmour, Finkielkraut. Ils étaient 3 pour une place, donc il a la dernière. Puis bon, contre Éric Zemmour, il a du talent médiatique, il sait comment ça fonctionne dans les médias. Finkielkraut, il n'avait pas beaucoup de chance, d'autant plus que je vous propose qu'on écoute comment Finkielkraut parle de lui-même. Ma référence, ce n'est pas Maurras. Je suis pas un lecteur de Maurras. Et si je lis Barrès, c'est pas pour être barrésien, parce que mon homme de l'époque, c'est Péguy. Mais je m'inscris pour cette réflexion autour de l'identité nationale très explicitement dans la filiation de Jean Daniel. Comment peut-on être français? Miroir d'une vie. Alors on voit bien que c'est un peu subtil, on voit bien d'une chose, c'est que pour être premier dans un classement, il faut accepter une règle qui est la communication. On voit bien que... D'accord, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non, là, je ramène tout à moi, vous allez voir. Et ce qui est certain, c'est qu'en fait, ce qui est sympathique chez Finkielkraut, c'est qu'il y a une chose, il y a un symbole, quelque chose qu'il déteste totalement dans l'époque, c'est les communicants. Et un matin sur France Culture, parce qu'il fait une émission sur France Culture à 9h, juste avant CQFD, il avait, pour s'en plaindre, déclaré que le héros des temps modernes, c'était le communicant sur un scooter. Et c'était pour lui une parabole de l'époque parce que ça instaurait... Vous, quoi. Exactement. Ça instaurait la primauté du slogan sur la réflexion et de la fluidité du mouvement sur l'enracinement. Alors, c'est normal qu'il soit dernier parce que la communication lui rend bien. Maintenant, j'ai un message personnel. Moi, j'aime bien écouter Finkielkraut et je travaille dans la com et je fais du scooter, alors qui change de parabole. Bon, d'accord. Juste un mot sur DSK, quand même. Oui, parce que je voulais en parler, parce que c'est vrai que quand on regarde dans l'opinion, les gens sont complètement... C'est en 4e position. Oui, c'est cela. Il est pas loin, d'ailleurs, même égalité avec Jean-Louis Borloo, quasiment. Exactement, et c'est vrai que les Français sont complètement schizophrènes à l'égard de DSK. Quand on fait un crible détaillé sur sa personnalité, les gens nous disent qu'il est immoral, misogyne, hautain, déconnecté de leurs préoccupations, mais dans le même temps, ils disent majoritairement que c'est un homme intelligent, compétent, convaincant et même charismatique, et ils pensent que s'il avait été élu président, il aurait été meilleur que François Hollande, et en particulier, 6 Français sur 10 estiment que la situation économique et sociale du pays serait meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui, alors que quand on pose cette question sur pas mal d'hommes politiques, les Français considèrent que finalement c'était quelque chose d'assez compliqué. DSK, c'est ça. DSK en 2016, Bruno. Non, impossible, hein. Avec Dessy, on peut aussi effacer l'ombre de Nafissatou Diallo. Donc c'est terminé, Dominique Strauss-Kahn, il est sorti de la rubrique politique. Ok, bon, d'accord. Allez, la question qui tue à présent. Avec qui aimeriez-vous passer le réveillon ? Allez, tiens, je vous vois, vous êtes un peu déprimé là, à l'idée de continuer ce réveillon avec Tati Michel et tonton Daniel. Et si vous passiez les fêtes de fin d'année avec un politique? Quelle drôle d'idée, pourquoi pas? La question c'est lequel? Eh bien Céline, vous avez la réponse. Voilà, c'est notre petite question récréative de l'année. On se la permet, on se fait critiquer après, mais c'est pas grave. On la repose. Et évidemment, le jour du réveillon, on a envie de rire, on a envie d'une bonne ambiance. Alors, qui on invite en premier? Eh bien, Alain Juppé, qui est en tête de notre classement avec 16%. Il est suivi de très près par Marion Maréchal-Le Pen, 15%, puis Emmanuel Macron et Najat Vallaud-Belkacem à égalité, puis Marine Le Pen. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en réalité, Alain Juppé marche très très bien auprès des sympathisants les Républicains qui ont envie de passer le réveillon avec lui, et beaucoup aussi auprès des centristes. Donc ça le fait monter beaucoup par rapport, par exemple, au premier de notre classement de l'année dernière, Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez, l'année dernière, les Français voulaient passer leur réveillon avec Nicolas Sarkozy. Il a dégringolé, vous voyez, dans le classement, plus seulement 10% de citations. Alors, il peut voir la coupe de champagne à moitié pleine ou à moitié vide, Nicolas Sarkozy, parce que finalement, c'est vrai, du jus d'orange, c'est vrai, il faudrait du jus de fruits, c'est ça. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'auprès des Républicains, il y a quand même toujours une marge d'avance. On a 39% qui le citent, 10 points de plus qu'Alain Juppé. Maintenant, 53% le citaient l'an dernier. Donc c'est vrai qu'il a bien dégringolé dans ce classement. Régis, qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, dans ce classement? Non, mais moi, j'ai choisi...
je suis un bon élève, moi je passe mon réveillon avec le premier. Puis en plus un jour Bruno dans une émission a dit ce serait bien qu'il fasse des progrès en termes de communication. Alors je me dis qu'au moins on a un sujet de discussion. Ah voilà. Donc vous passerez votre réveillon avec Alain Juppé. Bruno, Marion Maréchal Le Pen, bien placé, hein. Ça vous étonne pas? Non, ça ne me surprend pas. Alors la première place, si, mais ça ne me surprend pas qu'elle soit si haut, parce que Marion Maréchal Le Pen, c'est la révélation politique de l'année. La campagne des régionales en PACA l'a propulsée. À 26 ans, elle est incontestablement devenue un leader politique. Elle séduit à droite beaucoup. 25% des électeurs de Nicolas Sarkozy ont voté pour elle en décembre. Et son grand-père, qui finalement était un peu le diable. Il y a eu ensuite Marine Le Pen qui a dédiabolisé le Front National, selon l'expression consacrée. Marion Maréchal serait en quelque sorte en train de, pardonnez-moi l'expression, elle est peut-être mal choisie, mais j'en ai pas trouvé d'autre, de le glamouriser parce que cette jeune femme, en fait, elle a comme ça le sourire, mais en même temps, derrière, c'est une vraie idéologue, imprégnée des valeurs de son grand-père, imprégnée aussi des valeurs du catholicisme intégriste, et elle est, on le sait, encadrée par des identitaires. Alors, réveillonner avec elle, ça veut dire aussi sans doute de retrouver à sa table quelques drôles de personnages. Ah oui. Et d'ailleurs, quand on regarde qui veut réveillonner avec elle, 60% des sympathisants du Front National, encore plus que ceux qui voudraient réveillonner avec Marine Le Pen. Et quand vous le disiez, le côté glamour, c'est surtout les hommes qui la citent, 22% contre 9% des femmes. Quoi, c'est qu'il y a un côté physique, c'est ça que vous voulez dire? Oui. C'est le côté blonde. C'est prouvé par votre sondage. Véronique, sur le web, qui gagne le cœur des Français? C'est pas possible. Sur le web, qui gagne le cœur des Français? Alors, il n'y a pas cette question réveillon, évidemment, mais globalement, on peut dire que Emmanuel Macron, lui, a, on va dire, en termes de fan, parce qu'a priori, si vous êtes fan de quelqu'un, vous avez plutôt envie de passer le réveillon. Voilà, c'est la logique spécieuse. Macron-mania, donc la sur le web. Voilà, voilà, il a eu une progression assez dingue de ce nombre de femmes tout au long de l'année, et voilà, on en parle. Des fans de droite ou des fans de gauche? Parce que c'est ça le problème. Alors un peu les deux, c'est ça qui est étonnant, et un jour il faudra s'intéresser à ce qui se passe sur sa page Facebook, c'est intéressant. Et puis il a pas mal d'interactions, alors en décembre il n'y en a pas eu, mais dès qu'il dit quelque chose, ça fonctionne, les uns et les autres, on parle, reparle. Après, le numéro 2, c'est Najat Vallaud-Belkacem, qui elle, sur Internet, fait un truc assez étonnant. C'est une femme politique qui elle aussi gagne régulièrement des fans, est aimée, appréciée, mais surtout dès qu'elle dit quelque chose, ça suscite toujours un engouement incroyable, bien au-delà d'une logique politique. Voilà, Najat, quand elle parle, on aime, on tweet, on retweet, on like, on partage, on share, etc. Après, ce qui est plutôt intéressant, c'est sur Monsieur Nicolas Sarkozy, parce que là, vous avez vu depuis le début, je vous montre des courbes qui progressent tranquillement mais sûrement. Et en fait, c'est super intéressant de regarder ce qui se passe sur la page de Monsieur Sarkozy. Et en fait, c'est quand vous êtes fan, vous devez l'être tout le temps. Et en fait, lui, il a des gens qui sont fans, puis qui sont plus fans, et puis qui reviennent, et puis qui repartent. On peut dire en tout cas que la progression de sa page n'est pas un long fleuve tranquille. Ah non, on peut dire que c'est assez chaotique, c'est assez à l'image de... Non, c'est pas forcément. Il suffit que ça remonte en novembre 2016. Non, mais c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est bien toute la problématique quand on le suit, c'est que voilà, ça monte, ça descend, c'est très chaotique, on l'aime un jour, on le déteste le lendemain, on il était en tête d'ailleurs l'année dernière. Oui, c'était le premier. C'est avec lui que les Français voulaient passer le... C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas écouté. Par contre, pour vous compléter cet élément-là, simplement, on vous a fait avec... pas mangé les huîtres. Avec on vous a fait un tableau, parce que ce qui est difficile sur ces éléments-là, c'est que les bases de calcul, forcément, sont pas les mêmes. Nicolas Sarkozy a 958 000 fans, donc il n'a pas beaucoup progressé. Alors c'est bizarre quand je vous montrais ses hauts et ses bas, mais c'est sur des volumes importants, mais forcément... Alain Juppé, il y a du travail là encore. Il y a du boulot. Qu'est-ce qu'on lui raconte à Alain Juppé au réveillon, du coup, si on... Alain Juppé, je sais pas, tout dépend un peu de s'il aime la bûche. Oui, voilà, effectivement. Allez, tout de suite, le bonus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puisque c'est Noël, on va faire plaisir à François Hollande. On va lui offrir un cadeau. Voilà, bonjour à tous, je suis le chef de cabinet de François Hollande et je dois vous dire que je suis bien embêté. J'aimerais bien sûr offrir un cadeau au président, il est encore temps, mais je ne sais pas quoi choisir. Alors évidemment, comme je suis fan de votre émission, je me suis dit, voilà, j'ai pensé à vous. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que vous avez des idées de cadeaux de Noël pour François Hollande? On commence par vous, Céline. Eh bien, je proposerais par exemple un GPS
pour aider à savoir s'il doit aller à droite, à gauche, plutôt au centre peut-être, parce que en termes d'opinion, si je peux me permettre, un GPS, c'est le conducteur qui rentre la destination. Oui, mais il doit rentrer à une destination genre 2017 et après le GPS est censé t'aider à aller là où c'est pensé quand même. Non, et voilà. Donc s'il faut aller plutôt aller vers Macron ou bien Mélenchon, parce qu'en termes d'opinion, il a gagné pas mal de points après les attentats, mais il en a reperdu très récemment ensuite, et donc maintenant les Français lui demandent d'aller plus loin dans ses réformes, et en même temps il faut faire le rassemblement de la gauche en 2017, et donc peut-être que le GPS va en effet un peu zigzaguer. Régis, j'ai un GPS déjà sous le sapin. Qu'est-ce que vous m'offrez à Noël? Je suis François Hollande. Eh ben moi, je lui offre le clip de sa campagne de 2017. Il est déjà tout fait. Je l'ai retrouvé. Je vous propose qu'on le retrouve. On regarde le début et la fin. Alors ça, vous savez pas ce que c'est? C'est le clip de campagne de 1988 de François Hollande, et je propose qu'on regarde la fin désormais de ce clip. Il y a juste le visage à changer, le slogan est parfait, l'affiche est parfaite. Allez, c'est parti. C'est une spéciale Mitterrand. C'est bien, c'est pas cher. Un clip, un GPS. Véronique, qu'est-ce que vous lui offrez à François Hollande? Écoutez, moi, mon cadeau serait un cadeau assez utile pour l'aider à garder la ligne, un objet connecté, une fourchette connectée pour l'aider à rester. Vous êtes agréable. Je suis désolée. On peut constater qu'il a un petit peu pris de poids ces derniers temps, et quand il a été élu, il était beaucoup plus mince. Donc maintenant, il existe des outils formidables qui feront qu'il n'aura pas à se priver et qu'il pourra suivre. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fourchette? Elle pique la langue quand on mange trop? Non, ça permet de donner des informations qu'on reçoit sur son smartphone en disant ah non, maintenant il faut arrêter le gras, il faudrait un petit peu, voilà, il est temps de bouger, vous avez mangé beaucoup trop de brocoli, enfin des choses passionnantes. Bruno, j'ai une cuillère GPS, j'ai un clip. Qu'est-ce que vous allez m'offrir pour Noël? Vous connaissez cette collection de livres pour les nuls? Oui. Vous avez vu, ce livre jaune et noir, là. Eh bien, alors, il y avait le socialisme pour les nuls, il y a l'euro pour les nuls, il y a l'anglais pour les nuls. Eh bien, moi, j'ai pensé lui offrir l'économie pour les nuls à François Hollande. Ça l'aidera peut-être à inverser la courbe du chômage ou à réussir la réforme du Code du travail en 2016, puisque ce sera la grande affaire du début de l'année. Merci beaucoup, ça va bien me remonter le moral. J'ai passé un bon Noël là. Non mais c'est des cadeaux marrants. C'est des gadgets, ça fait rigoler. Puis vous savez, il y a des cadeaux qu'on garde, qu'on cache sous la cheminée après. Voilà, Mais Florent, il a le syndrome du chef de cam un peu faillot. Ah non, mais je voudrais pas ramener ça au chef, je vais me faire mal voir. Moi, je vais aller tout revendre sur Internet. Merci beaucoup. En tout cas, merci vraiment du fond du cœur à tous les quatre. C'est la fin de cette émission spéciale fin d'année. C'est un bonheur de vous retrouver tous les vendredis. Évidemment, on se retrouve début janvier. Un immense merci à Emmanuel Fleury, la mère Noël aux manettes de l'émission, et bien sûr à toute l'équipe en régie. On vous souhaite de bonnes fêtes. Mangez, buvez, profitez. On se retrouve à la rentrée. Ciao à tous.